Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne la technique de chromatographie sur couche mince. Donc, la chromatographie qui est une technique expérimentale qu'on utilise souvent en chimie organique, qui permet entre autres de vérifier si on a la bonne substance, si notre produit est contaminé ou pas, et permet aussi de faire le suivi d'une réaction. Donc, dans cette capsule-ci, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les grands principes de cette chromatographie-là. Et on va faire un exemple de suivi en lien avec la chromatographie sur couche mince. Donc, si on regarde mon petit diaporama, donc chromatographie sur couche mince qu'on appelle CCM en français ou TLC en anglais pour Thin Layer Chromatography. Excusez mon anglais. Donc, chromatographie sur couche mince. Donc, la chromatographie, c'est une technique expérimentale qui permet de séparer les constituants. On s'en sert surtout en chimie analytique et en chimie organique. Il existe différents types de chromatographie, là, donc chromatographie sur couche mince, chromatographie liquide haute performance, chromatographie gazeuse, chromatographie sur gel de silice. Donc, il en existe différentes techniques. Pour le cours de chimie organique, celle qui nous intéresse le plus, c'est la chromatographie sur couche mince. Donc, c'est probablement la plus simple, la plus facile à utiliser et la plus fréquente. Donc, à quoi ça sert la chromatographie sur couche mince? Donc, ça permet entre autres de vérifier si on a des impuretés. Donc, on va voir que lorsqu'on fait monter les luants sur notre plaque, s'il y a plusieurs substances qui apparaissent dans la même trajectoire, ça veut dire qu'il y a plus qu'un produit. Donc, si on s'attend à ce qu'il y ait un seul produit et on en voit plusieurs, ben, c'est signe que présence d'impuretés. Ça permet de confirmer la nature d'une substance. Donc, si on fait une synthèse, on peut souvent mettre à côté la vraie substance, donc la substance commerciale, et on regarde si les deux substances montent à la même hauteur, approximativement. Donc, si les deux substances ont la même hauteur ou le même rapport frontal, c'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, ça donne une indication que ce qu'on a synthétisé, c'est la bonne substance. Et ça permet aussi de comparer la polarité de différentes substances. On va l'expliquer tantôt, là. La chromatographie fonctionne par différence de polarité entre les molécules. Le principe, donc la chromatographie, c'est vrai pour la chromatographie sur couche mince, mais c'est vrai pour tous les types de chromatographie, que ce soit HPLC, chromatographie gazeuse, etc. C'est toujours basé sur la différence de polarité de la substance. Donc, plus les substances ont une grande différence de polarité, plus on va être en mesure de pouvoir les séparer par chromatographie. Si on a la même polarité, ça devient plus difficile. À ce moment-là, on utilise d'autres techniques. Les termes employés en chromatographie, donc vous avez un schéma ici qui représente une chromatographie typique. Donc, imaginez que vous avez votre plaque qui est ici. Vous avez un trait sur votre plaque qu'on fait habituellement par nous-mêmes. Vous avez le point d'application et vous avez le liquide dans le fond. Souvent, on met un verre de montre sur le dessus pour s'assurer que l'ensemble de la chambre soit saturé en vapeur. Donc, on veut essayer de reproduire tout le temps la même expérience. Donc, on ferme la chambre pour éviter que les vapeurs s'évaporent et ça permet de saturer la chambre chromatographique. Donc, les termes employés sont les suivants. La plaque, c'est ce qu'on appelle la plaque chromatographique. Le liquide, c'est l'éluant. Okay, faites attention, ce n'est pas le solvant, donc c'est éluant. L'ensemble de tout ça, c'est ce qu'on appelle la chambre chromatographique. Le petit point, c'est là où on applique notre échantillon, donc c'est la zone d'application. Super important en chromatographie sur couche mince, la plaque qu'on utilise, c'est un gel de silice. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble du gel de silice. Là. Vous allez voir, c'est comme un peu comme de la craie sur le dessus. Donc, c'est une substance qui est très, très, très polaire. Okay? Ça va être important pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, sur le dessus, c'est un gel de silice. Au verso, ça peut être soit une feuille d'aluminium ou ça peut être une vitre, dépendamment des plaques qu'on utilise. Là. Mais le côté qui nous intéresse, c'est toujours le côté qui a le gel de silice, donc le côté plus, comme plus avec une craie dessus. L'éluant, lui, peut être plus ou moins polaire, donc on va voir tantôt des différences. Mais ce qui est important, c'est que
votre éluant il est toujours moins polaire que votre gel de silice. Là. Le gel de silice, là, la plaque elle-même est très, très, très polaire. Et lorsqu'on va faire une chromatographie, c'est toujours une compétition entre le gel de silice et l'éluant. Donc, le gel de silice, lui, essaie d'empêcher les substances de monter, tandis que l'éluant, il essaie de forcer les substances à monter. Donc, c'est une compétition entre la plaque qui ne veut pas que ça bouge, puis l'éluant qui, lui, veut faire bouger les substances. Donc, on va faire un exemple. Donc, je ne sais pas si vous venez de voir, j'ai mis une petite application verte. Donc, on imagine une substance verte. J'ai mis une substance bleue et j'ai mis une substance jaune. Okay? En réalité, c'est pour illustrer le principe. On a le vert, le bleu et le jaune. Et on sait par expérience que le vert, ça contient à la fois le bleu et le jaune. Donc, ça va permettre de nous expliquer un peu comment fonctionne la chromatographie. Je vous rappelle que des fois, c'est invisible. Il faut les voir à l'UV. Mais pour l'instant, on va mettre des couleurs. Donc, encore une fois, c'est une lutte. Donc, ma plaque, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tous les points qui sont là, donc le point vert, le point bleu, le point jaune, restent collés sur votre plaque. Donc, elle veut l'empêcher de monter. Mon éluant, lui, il va monter sur ma plaque. Donc, qu'est-ce que mon éluant veut faire? Lui, il essaie de faire monter les points sur ma plaque chromatographique. Donc, plus mon éluant va être polaire, mais plus il va compétitionner avec la plaque qui est très polaire. Moins mon éluant est polaire, mais moins il va être en mesure de compétitionner avec la plaque qui est très, très polaire. Donc, c'est vraiment une lutte, une compétition entre la plaque et l'éluant. Donc, c'est ce que j'illustre ici. Mon éluant, il monte et il essaie d'entraîner avec lui les substances qui sont appliquées sur la plaque. La plaque, elle résiste à cette montée-là. Elle essaie de retenir le plus possible les points. Donc, on voit que le liquide... Ah, une chose que j'ai oublié de mentionner avant. Lorsque vous appliquez votre trait, là, c'est important de faire votre trait au-dessus du liquide. Parce que sinon, vos substances vont se dissoudre et ça ne donnera rien. Donc, côté pratico-pratique, là, votre trait ici là, doit toujours être au-dessus de votre éluant. Donc, on voit que l'éluant monte. Qu'est-ce que fait mon éluant en montant? Bien, il essaie d'entraîner les points. Donc, plus le point est attiré par la plaque, donc plus que le polaire va être attiré par la plaque polaire, bien, moins mon éluant va être capable de le faire monter. C'est comme si vous aviez deux aimants. Donc, si votre aimant est très, très fort, très, très polaire, bien, on va coller beaucoup, beaucoup sur votre plaque, puis votre éluant va avoir de la misère à le faire monter. Tandis que si votre substance est moins polaire, elle va être moins attirée par votre plaque, donc elle va être plus facile à faire monter. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet exemple-ci. Donc, vous voyez qu'au début, j'avais 3 points. Les points, vous voyez que déjà, il commence à avoir une petite différence de hauteur. Le point bleu a tendance à monter plus rapidement que le point jaune, parce que mon point bleu, il est moins attaché à ma plaque. Donc, il est probablement moins polaire. Le point jaune, plus de misère à monter, parce qu'il est plus retenu par la plaque. Donc, il va être plus polaire. Donc, si vous voulez un truc rapide, là, polaire attire les polaires, non, puis les non-polaires sont moins attirés par les polaires. Donc, ceux qui se ressemblent là, ont tendance à plus coller ensemble. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, le jaune plus retenu que le bleu. Donc, le jaune est plus polaire, donc plus attiré par la plaque. On continue. Donc, on voit que l'éluant continue à monter. Ma petite bille verte qui était ici commence à se séparer. Donc, le bleu et le jaune se séparent maintenant en 2 couleurs. Donc, on voit que dans le vert, j'avais 2 substances, une substance bleue et une substance jaune. Le bleu monte plus rapidement, le jaune monte moins rapidement. Concernant la forme, on voit que ce n'est pas pareil, mais ce n'est pas grave parce que la forme peut souvent dépendre de comment on a appliqué notre point au début. C'est sûr que si au début, notre point n'était pas pareil, bien, en montant, le point va être différent aussi. Puis même chose, le liquide, là, c'est une ligne droite, là, mais le liquide, ça ne monte pas nécessairement également. Donc, ça peut faire bouger un peu la forme du point, puis ça peut faire bouger un petit peu la hauteur. Donc, ça se peut que ce ne soit pas complètement vis-à-vis, même si c'est la même substance. Donc, on continue. Donc, on voit qu'à mesure que l'éluant monte, la distance entre mes points s'accentue.
La substance la moins polaire est en haut. La substance la plus polaire est en bas. Pourquoi elle est en bas? Parce qu'elle est plus retenue par la plaque. Donc, elle résiste à la montée de l'éluant. On continue à monter comme ça. À la fin de l'expérience, à la fin de ma chromatographie, on met une ligne pour dire où est-ce que notre éluant a arrêté. Donc, c'est ce qu'on appelle le front d'éluant. Et ma plaque metteur ressemble à ça. Donc, comment on interprète ça? Donc, on voit que dans le premier échantillon, j'avais deux substances, une substance jaune, une substance bleue. Dans le deuxième échantillon, j'avais juste une substance qui était la bleue. Dans la troisième, j'avais juste une substance qui était la jaune. Et on voit que dans le premier échantillon qui était vert, j'avais une partie qui était bleue, une partie qui était jaune. Et la jaune est plus polaire parce qu'elle est plus retenue par ma plaque, donc elle est en bas sur ma chromatographie sur couche mince. Lorsqu'on parle de ARF, ARF veut dire rapport frontal. Le rapport frontal, c'est quoi? C'est la distance entre le milieu du point et le début de l'élution. Donc, où est-ce que j'avais appliqué? Donc, c'est cette distance-là, divisée par la distance totale de mon éluant. C'est la formule que j'ai marquée ici. Donc, pour le point jaune, ARF, ce serait cette distance-là, divisée par cette distance-là. La substance bleue aurait un ARF qui est différent. Puis pour la première substance, on aurait deux ARF. Donc, plus le ARF est proche, plus ça vous indique que c'est la même substance. Donc, si j'avais pris le ARF de lui, comparé avec le ARF de lui, il n'y aurait probablement pas eu beaucoup de différence. Même chose pour ces deux-là. Et concernant la polarité, on voit que plus le ARF est petit, donc H1 sur H éluant, donc plus c'est petit, plus ma substance est polaire. On voit que pour le point jaune, le ARF c'est plus petit que pour le point bleu. Donc, vous avez ici la formule du rapport frontal. Donc, la substance la plus polaire est en bas, la substance la moins polaire est en haut, le ARF le plus petit est en bas, le ARF le plus élevé est en haut. Donc, ça, c'est le principe de base pour la chromatographie. Donc, s'il y a plus qu'une substance, ça veut dire que ce n'est pas une substance pure dans la même trajectoire. S'il y a une seule substance, ça vous donne comme indice que c'est probablement une substance pure. Ce n'est pas le seul test qu'on doit faire, là, mais c'est un des tests qui permet de valider ça. Maintenant, lorsqu'on compare plusieurs éluants, pour comprendre un peu l'idée, donc on va prendre deux chambres chromatographiques, on va comparer deux types d'éluants. Donc, on va mettre à gauche un éluant qui est moins polaire, donc qui est moins en mesure de lutter avec la plaque. Et à droite, on va mettre un éluant qui est plus polaire, donc qui est plus compétitif par rapport à la plaque. Donc, je vous rappelle que la plaque, elle veut empêcher les points de monter. L'éluant, lui, veut faire monter les points. Donc, dans le cas de l'éluant moins polaire, il va avoir de la misère à lutter. Dans le cas de l'éluant plus polaire, il va être plus en mesure de lutter pour faire monter les points. Donc, on fait aller. Donc, vous voyez que l'éluant monte à peu près à la même vitesse. Mais on voit que déjà au départ, l'éluant moins polaire fait moins monter les points parce qu'il y a de la misère à les faire monter. La plaque les retient beaucoup. L'éluant plus polaire est plus en mesure de compétitionner avec la plaque. Donc, il peut les faire monter plus rapidement. Donc, on continue. On voit que ça monte. Ça monte moins à gauche, un petit peu plus à droite, etc. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'éluant? Bien, plus que l'éluant est polaire, plus que les points vont monter. Moins que l'éluant est polaire, moins les points vont monter. Par contre, ça ne change pas l'ordre. Le point le plus polaire reste en bas. Le plus polaire reste en bas, le moins polaire reste en haut. Même chose ici. Le plus polaire reste en bas, le moins polaire est en haut. Donc, ça n'inverse pas les points. Par contre, dans le cas d'un éluant plus polaire, ça les fait monter plus haut. Donc, vous voyez ici, comparaison de deux plaques. Encore une fois, la forme, c'est plus ou moins important. Puis le ARF, c'est environ. Concernant le ARF, si on compare les éluants, ici, dans le cas de l'éluant moins polaire, globalement,
les ARF vont être moins élevés. Dans le cas d'un éluant plus polaire, globalement, les ARF vont être plus élevés. Par contre, encore une fois, le plus polaire va avoir un ARF plus petit. Le moins polaire va avoir un ARF plus grand. Mais si on fait juste comparer deux éluants, globalement, les ARF moins polaires vont être plus petits. Les ARF de l'éluant plus polaire vont être plus grands. Donc, c'est pour ça que ça devient un peu mêlant, là, selon ce qu'on compare l'éluant ou on compare les substances. Donc, ici à droite, les ARF vont être globalement plus élevés. Donc, faire attention lorsqu'on fait une CCM, si vos tâches sont trop grosses, donc j'ai fait exprès, je les ai mis grises dans ce cas-ci, lorsque votre éluant va passer, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est difficile de voir la séparation. Donc, plus vos points sont petits, plus ça va être facile de distinguer les substances. Les grosses taches, ça devient difficile, soit ça fait des traînées comme ça. Donc, ça, c'est une des choses avec lesquelles vous devez faire attention, là. Donc, faites des petits points, soufflez, petits points, soufflez. Donc, si vous appliquez plusieurs fois la même substance, là, s'organiser pour que l'application soit le plus petite possible. Faire attention aussi lorsque vous choisissez votre éluant. Si votre éluant il est trop polaire, ce qui va se passer, c'est qu'il va être trop fort par rapport à votre plaque. Donc, vous n'arriverez pas à séparer. Les points, là, ils vont complètement monter en haut de votre éluant. Comparativement à ce que vous auriez dû avoir normalement, là, une séparation. Si votre éluant est trop fort, là, tout va monter d'un coup. Donc, on ne les séparera pas. Même chose, si l'éluant n'est pas assez polaire, ce que vous devriez obtenir, c'est ce qui est à gauche. S'il n'est pas assez polaire, ben, il ne sépare rien. Il n'y a rien qui va monter. Donc, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un éluant qui est juste assez polaire pour permettre une bonne séparation, comme on voit à gauche. Comment on fait pour choisir un éluant plus polaire ou moins polaire? Vous avez des exemples. Donc, c'est lorsque vous regardez votre molécule d'éluant, pas votre substance, je parle vraiment de l'éluant. Si la somme des vecteurs ne s'annule pas, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un éluant qui est polaire. Si les vecteurs s'annulent, ça veut dire que l'éluant est apolaire. Donc, vous avez vu ça en chimie générale, là, la somme vectorielle. Donc, dans ce cas-ci, on voit que dans la molécule d'eau, la liaison OH et la liaison OH ne s'annulent pas. Là, ils ont un angle d'à peu près 109,5. Donc, l'eau, c'est un éluant qui est polaire. Même chose pour le méthanol qui ressemble ici. Les vecteurs ne s'annulent pas. Donc, le méthanol, c'est un éluant qui est polaire. Même chose ici pour le diméthyléther. Donc, c'est un éluant qui est polaire. Et l'acétonitrile, vous voyez qu'il y a un vecteur entre le C et le N qui annule pas le C et le C. Donc, ces quatre substances-là, ce sont des éluants qu'on pourrait utiliser comme éluants polaires. Des éluants apolaires ou non polaires, c'est des éluants pour lesquels les molécules, les vecteurs vont s'annuler. Donc, si vous avez des HH partout, donc les HH qui sont ici vont annuler ceux qui sont en haut à droite, ceux qui sont en haut annulent ceux qui sont en bas, ceux en bas à droite annulent ceux qui sont en haut. Donc, globalement, tous les vecteurs s'annulent dans cette molécule-là. Donc, ça, on utilise le cyclohexane comme éluant. Bien, ça va être un éluant qui va être non polaire ou apolaire. Même chose pour le pentane. Donc, les vecteurs s'annulent partout. Même chose pour le benzène. Vous avez des hydrogènes à chaque extrémité. Donc, tout ça, ça s'annule. Donc, c'est un éluant qui est apolaire. Et même chose pour le tétrachlorométhane. Si on faisait la somme vectorielle de tout ça, on se rendrait compte que c'est une substance qui est non polaire. Donc, si on utilise le tétrachlorométhane comme éluant, bien, ça va être un éluant qui est apolaire. Donc, évidemment, on peut jouer avec les différents types d'éluants. On peut faire des mélanges. Donc, par exemple, mélanger du benzène avec de l'eau. Ça nous fera un éluant selon les proportions qui est plus ou moins polaire. Même chose, un mélange de, mettons, méthanol avec tétrachlorométhane. Donc, selon les proportions, on pourrait jouer avec la polarité de l'éluant. Et faire en sorte que nos substances, si je reviens en arrière, là, on arrive à les séparer comme il faut de cette manière-là.
Dernière application concernant le CCM, c'est le suivi d'une réaction. Donc, j'ai pris une réaction qu'on fait habituellement en chimie organique, la synthèse du salicylate de méthyle, et on aurait pu, dans cette expérience-là, faire le suivi de la réaction. Donc, dans cette réaction, on voit qu'il y a un chauffage. Dans le protocole, on vous dit de chauffer pendant 1 heure. Mais si on avait voulu être rigoureux, on aurait pu faire un suivi pour dire, est-ce que 1 heure, c'est assez? Est-ce que ça aurait pris 1 heure et demie? Est-ce que ça aurait pris 2 heures? Ou au contraire, est-ce que 1 heure, c'est trop? On aurait pu le faire en 3/4 d'heure ou en 1 demi-heure. Donc, la CCM va nous permettre de dire, est-ce que notre chauffage est efficace ou il est peut-être même trop efficace? Donc, c'est ce que je vais vous illustrer. Donc, lorsqu'on fait la réaction, je vous rappelle que les réactifs diminuent. Donc, celui qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est l'acide salicylique. Et les produits augmentent. Donc, ce qui nous intéresse dans cet exemple-ci, c'est le salicylate de méthyle. Donc, on va voir que lorsque la réaction fonctionne, ça descend, ça augmente parce que la flèche va vers la droite. Donc, avant la réaction, je n'ai pas de produit. J'ai uniquement mon acide salicylique. Le méthanol, on n'en tiendra pas compte, là, il n'apparaît pas sur la CCM. On va se concentrer juste sur cette substance-là. Donc, si j'avais fait une CCM au départ, avant que ma réaction commence, j'aurais appliqué mon petit point, j'aurais fait monter mon éluant et j'aurais observé que j'avais une seule tâche au départ, qui est mon acide salicylique, donc mon réactif, donc ma substance de départ. Je pars ma réaction. Après 15 minutes, vous voyez que la grosseur ici, je l'ai diminuée pour dire que j'en ai moins d'acide salicylique. J'ai un petit peu de salicylate de méthyle qui se forme après 15 minutes. Donc, si j'avais fait une CCM après 15 minutes, qu'est-ce que j'aurais observé? J'aurais observé que ma CCM, que j'ai mis au départ, se décompose en 2 tâches. Donc, mon substrat de départ, et j'ai une petite tâche qui commence à apparaître, c'est mon produit. On voit que dans ce cas-ci, mon produit serait plus polaire. Donc, après 15 minutes, lui commence à pâlir et j'ai un petit peu de produit qui se forme. Après 30 minutes, normalement, je devrais avoir un petit peu plus de salicylate de méthyle, moins d'acide salicylique. Sur ma plaque, on voit que le premier point en haut pâlit. Le deuxième point commence à foncer. Donc, j'ai de plus en plus de la substance du bas. Mais on voit qu'après 30 minutes, j'ai les 2 substances. Donc, j'ai encore du réactif qui n'a pas fini de réagir et j'ai du produit qui a été formé. Après 45 minutes, je devrais avoir de plus en plus de produits, de moins en moins de réactifs. Si j'avais fait une CCM après 45 minutes, j'aurais vu que mon réactif en haut pâlit, mon produit devient de plus en plus foncé. Et après 1 heure, je ne devrais plus avoir normalement d'acide salicylique. Je devrais avoir tout transformer ça en salicylate de méthyle. Sur ma plaque, je devrais maintenant avoir une seule substance qui est mon produit. Donc, ça permet de faire un suivi. Donc, si on voit qu'après 45 minutes, c'est ça qu'on observe, bien, ça veut dire que le dernier 15 minutes n'a rien servi. Si on voit qu'après 60 minutes, j'ai encore 2 points, bien, ça veut dire que ma réaction n'est pas terminée. Donc, je devrais normalement continuer à chauffer pour éliminer l'ensemble des réactifs qui n'ont pas été transformés en produits. Donc, c'est une des façons de faire le suivi avec une CCM. Donc, j'espère que ça va vous aider à démêler tout ça, là. Donc, c'est ce qui est mêlant au début, c'est surtout polarité de la substance versus polarité de l'éluant, là. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à tout ça. Ça va me faire plaisir de vous répondre.